À l'heure pile. Bonjour à tous et merci d'être aujourd'hui parmi nous pour ce nouveau numéro des Jeudis de l'expérience usagée. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce rendez-vous, donc c'est un rendez-vous mensuel, un webinaire d'une heure qui valorise le partage d'expériences et le témoignage d'experts qui viennent parler d'un sujet qui est lié de près ou de loin à la qualité de service, à l'expérience usagée et la manière dont on peut l'améliorer en continu. Bien sûr, il y a des temps d'échange qui sont prévus au cours de cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil d'actualité lors de la session et nous y répondrons lors des temps dédiés. Alors aujourd'hui, on va parler des enjeux de la donnée pour faciliter à la fois les démarches des usagers, notamment au travers du dites-le-nous une fois, mais également aussi pour faire preuve de proactivité. Et pour cela, Vincent Mazaleg et Marion Loustric nous font l'amitié et l'honneur de venir présenter leurs travaux aujourd'hui. Donc Vincent qui est responsable du pôle circulation de la donnée et opérateur de produits interministériels auprès de la DINUM, donc qui nous parle de la collecte de la donnée et du dites-le-nous une fois, et Marion qui va nous parler de la posture de proactivité et qui est directrice de programme administration proactive à la DINUM. Donc bonjour à tous les deux, merci d'être ici parmi nous. Puis je donne sans plus tarder la parole à Vincent qui va nous commencer en nous parlant de la donnée et puis de dites-le-nous une fois. Merci beaucoup. Puisque j'ai été présenté, je ne vais pas le faire. Je vais passer tout de suite au cœur de la présentation. On a un constat récurrent depuis plusieurs dizaines d'années sur la complexité des démarches administratives et notamment le fait de devoir fournir des pièces justificatives dans ces démarches. Complexité que on résout à travers un dispositif juridique et un dispositif technique que je vais vous exposer aujourd'hui, ce qu'on appelle communément « dites-le-nous une fois », alors qui est un terme marketing, mais que je trouve assez peu juste. Simplement, comme il est compris aujourd'hui de tout le monde, eh bien, on continue à l'utiliser. Bien entendu, on a les deux volets des avantages de « dites-le-nous une fois ». Le volet pour l'usager de simplification, mais aussi le volet de réduction du temps passé, de simplification du traitement des dossiers par les usagers, puisque je l'expliquerai, on peut arriver à faire des démarches dans lesquelles aucun agent n'intervient pour affecter un droit ou instruire la démarche. Passons. Le socle, donc le slide suivant, donc le code des relations entre le public et l'administration donc évoque plusieurs choses sur les échanges de données, l'ensemble de ce qu'on appelle l'open data. Et là, c'est pas du tout mon propos aujourd'hui, presque pas, on va dire. Et aussi les échanges de données entre administrations pour ce qui relève des données couvertes par un secret, données confidentielles. Et du coup, avec Marion, pour faire circuler ces données confidentielles, nous partageons l'article L114-8 du Code des relations entre le public et l'administration, qui a été revu par ailleurs assez récemment. Et donc cet article 114-8 eh bien définit le principe du dites-le-nous une fois, puisque les administrations échangent entre elles. Alors vous voyez, échange, c'est de l'impératif, donc ça s'impose à nous en tant qu'administration. Et entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public. Donc là, on est au cœur du dites-le-nous une fois. Et ce même article, mais je laisserai Marion le développer, évoque la proactivité où les administrations peuvent, et donc la proactivité historiquement est beaucoup plus jeune que le dites-le-nous une fois. Mais dans les deux cas, on échange des données entre administrations. Et c'est l'objet de la présentation qui vous est faite aujourd'hui pour simplifier les démarches ou attribuer des droits. Mais je n'empiéterai pas sur le domaine de Marion. Quoique vous allez le voir, dans certains cas, les deux notions peuvent se recouvrir. Et bonjour à Julie qui vient d'arriver. Slide suivant pour le coup. Alors, maintenant qu'on a un principe juridique, eh bien, il faut des outils pour le mettre en œuvre. Et comment est-ce qu'on va mettre le nous une fois en œuvre? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite.
Alors, les API, c'est un terme assez abscon, Application Interface. Donc, ce sont des applications qui dialoguent entre elles et pour échanger des données, on va utiliser des API. Les API peuplent votre vie, vous ne le savez pas, mais dès que vous ouvrez votre téléphone et que vous ouvrez votre boîte mail sur votre téléphone, c'est des API qui servent à aller récupérer les messages. Dès que vous utilisez votre compte Bluebook pour accéder à un service marchand, eh bien, il y a un échange de données entre un fournisseur d'identité et un fournisseur de services qui vont se mettre en œuvre grâce à des API. Bref, aujourd'hui, l'Internet est peuplé d'API. Alors, nous, on utilise les API pour récupérer des pièces justificatives. Je viendrai un peu plus dans le détail, mais bien entendu, on peut échanger toujours des pièces justificatives, des fichiers, mais l'objectif, c'est d'échanger des données et non plus des PDF pour faire court. Élément de vocabulaire, donc l'API permet de transmettre des données d'un fournisseur de données, FD, à un fournisseur de services qu'on appelle FS, un vocabulaire qui nous est propre, enfin qui est commun. Et du coup, je profite pour donner des petites définitions. Et on parle du coup de données structurées d'une personne physique ou d'une personne morale, puisqu'on couvre les deux. Vous avez compris, les API, il faut des applications pour les utiliser. Bien entendu, ça peut être dans des formulaires de demande, formulaires utilisés pour que les demandeurs fassent des démarches administratives, mais aussi dans des logiciels de gestion. Alors, comment la DINUM se situe par rapport à ces API? Le premier rôle de la DINUM, déjà, c'est de proposer un catalogue API.gouv de l'ensemble des API qui existent et qui sont utiles aux administrations, et notamment, dites-le une fois. Le deuxième rôle que nous avons et qui est inscrit dans le CRPA, c'est qu'on redistribue des données sous forme d'API d'autres ministères. C'est notre rôle interministériel et c'est ce que je vais vous montrer après pour pouvoir faciliter la mise en œuvre du dites-le une fois. On peut passer à la slide après. Alors, quelques petites notions quand même sur les API. On a des API qui diffusent des données qui sont des données en open data. J'ai pris l'exemple de la base Sirène, mais toutes les données de Sirène ne sont pas en open data. Par contre, un exemple intéressant aussi, c'est la base de données d'adresse. Base de données d'adresse, vous demandez à un usager de saisir son adresse. Eh bien, grâce à la base de données d'adresse nationale, il peut saisir plus facilement son adresse et du coup, on s'appuie sur un référentiel d'adresse qui est de l'open data. Donc là, on va faciliter la vie de l'usager dans la saisie de son formulaire avec des mécanismes de pré-remplissage de champs sur la base des adresses connues diffusées par l'API base d'adresse nationale. On a des API dont les données sont en accès protégé, et donc qui nécessitent du coup qu'il y ait une habilitation de l'administration pour utiliser cette API. Alors, on a le domaine des API France Connectée, ça c'est un peu la Rolls des API, ça ne concerne que les usagers, bien entendu, qui se France Connect. Et du coup, en plus de récupérer des données d'identité de France Connect, eh bien, on est capable, grâce à des mécaniques secrètes, de récupérer des données d'un usager chez un fournisseur de données. Pourquoi? Parce que ce fournisseur de données connaît l'identité de France Connect et on se repose là-dessus. Du coup, l'usager n'a absolument rien à saisir pour que ces données soient rapatriées. Sinon, je prends l'exemple d'un étudiant, par exemple. Si on veut savoir si un étudiant est boursier, il faudrait qu'il saisisse son identifiant d'étudiant. Là, grâce aux API France Connectée, il y a une mécanique qui permet d'aller récupérer directement la donnée de l'étudiant parce que France Connect connaît son identité, qu'on la transfère au fournisseur de données et qui renvoie la donnée. Donc, c'est encore plus simple pour les usagers quand un fournisseur de services, donc une administration qui opère une démarche en ligne, utilise une administration France Connectée. API.gouv, c'est le catalogue des API et de leurs usages, parce que pour nous, c'est important. Les API, c'est un moyen, mais finalement, on a des communautés d'utilisateurs, les collectivités, par exemple, et notamment les communes qui vont utiliser des API pour connaître le quotient familial CAF de leurs usagers pour calculer le prix de la cantine, parce qu'ils ont un tarif préférentiel. Donc là, on a toute une communauté et du coup, sur API.gouv,
On a des API, mais on explique aux gens, voilà, si vous voulez simplifier vos démarches, c'est là et voilà le cas d'usage. Bouquet d'API, ça c'est notre rôle interministériel. Pourquoi on fait des bouquets d'API? C'est très très simple, hein. C'est parce que quand vous prenez la démarche pour une entreprise d'un marché public, le nombre de données qu'il faut fournir de pièces justificatives pour lorsqu'on est retenu à un marché public est très important. Et du coup, si chaque acheteur doit lui-même faire la démarche auprès de toutes les administrations dont il a besoin pour pouvoir mettre en œuvre du Clean une fois, ça devient impossible. Et nous, on a ce rôle de concentrateur et à travers des bouquets où des administrations peuvent accéder facilement à plusieurs données sur un cas d'usage. Passons, parce que je n'ai qu'une demi-heure. Donc, l'API particulier ou les API pour les particuliers. Donc, on a un bouquet qui s'appelle l'API particulier et qui traite d'un certain nombre de cas d'usage. Alors, là, on en traite d'autres que ceux affichés là, mais on peut effectivement, on adresse la tarification des services municipaux, la tarification sociale et solidaire des transports. On va vous montrer un exemple. D'ailleurs, c'est même pas moi qui vais vous le montrer puisque je crois que j'ai pas accès là. Mais les aides sociales facultatives, la tarification des cantines dans les collèges, les lycées, la cantine à 1 euro. Et donc, vous voyez que on adresse des cas d'usage à travers l'API particulier pour faire en sorte que pour ces démarches-là, eh bien, on n'ait pas du tout de pièces justificatives à fournir. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir faire la démo en ligne pour le coup. On essaye? Je vais essayer. Je suis en train de naviguer entre les écrans. Ouais. Alors, on va faire un petit test. Là, vous voyez que je profite pour parler quand même, pour vous expliquer. Là, on a des cas d'usage, vous voyez, qui sont très orientés collectivité. Mais typiquement, sur une donnée, on travaille avec le ministère des Transports sur la carte famille nombreuse. La carte famille nombreuse, on ne l'a pas mis là en exemple sur le site API particulier parce que c'est un exemple d'un ministère avec un besoin et que ce n'est pas réplicable. Mais sur la carte famille nombreuse, eh bien, le ministère des Transports qui a la main sur cette démarche de demande de carte de famille nombreuse va s'appuyer sur les données de la CAF pour une démarche sans couture et sans pièce justificative où on va s'assurer auprès de la CAF que la famille a bien plus de 3 enfants, je crois, 3 enfants et plus. On va prendre Nicolas, demandeur d'emploi. Ah, c'était presque bon. Ah, ouais. Je sais pas, ça saute. Voilà, Nicolas, demandeur d'emploi, qui souhaite avoir une carte mobilité plus pour les transports de futures villes et à qui on dit « Ah, mais il faut descendre un tout petit peu », qu'il peut bénéficier d'une tarification préférentielle, juste, c'est en dessous. Il n'y a plus en dessous. Suivant, voilà, suivant, c'est ça. Parce que, alors là, il faut fermer le... Donc ça, c'est un démonstrateur qu'on utilise à la fois pour expliquer aux développeurs et à la fois pour expliquer aux métiers comment on utilise les API. Et donc là, on reproduit la démarche d'un demandeur d'emploi auprès d'une autorité organisatrice de mobilité. Et donc, l'usager va dire « Je suis demandeur d'emploi ». Et du coup, on lui explique qu'on va vérifier ces informations auprès de Pôle emploi, maintenant France Travail. Et voilà, et il y a un petit bouton en dessous. Alors, on aurait pu le faire avec un étudiant boursier. Et du coup, on se connecte à l'API. Enfin, avant de se connecter à l'API, la personne va utiliser France Connect pour s'identifier. Il faut cliquer sur s'identifier avec France Connect. Voilà. Pour suivre le parcours, bon, il saisit ses identifiants sur les impôts et on lui dit « Ah, bah voilà, non, attends, juste une seconde, voilà, juste en dessous. » Et on lui dit « Ah, bah voilà, on va récupérer vos données d'identité et on va récupérer le statut de demandeur d'emploi. »
Du coup, on continue sur Mobilité Plus. Voilà. Là, il y a ce mécanisme qui permet d'aller vérifier auprès de Pôle emploi, France Travail. Et là, le statut est confirmé. Vous êtes éligible au tarif réduit. L'autorité organisatrice de mobilité a l'identité, a le statut et peut positionner des droits. Et quand l'usager va activer son titre de transport, eh bien, il sera d'ores et déjà doté de son statut de demandeur d'emploi. Et donc, on attribue automatiquement un droit à un usager. Pour faire le lien avec ce qui va vous être montré plus tard par Marion, expliqué plus tard, l'usager pourrait aussi se connecter à un site où on reconnaît où on le reconnaît directement en tant qu'étudiant, en tant que demandeur d'emploi, et on lui attribue automatiquement ce droit. Potentiellement, on pourrait être dans des cinématiques comme ça. Nous, on ne l'a pas fait pour l'instant. Mais aussi, ce demandeur d'emploi à qui Futur Plus, Mobilité Plus demande tous les 3 mois un justificatif pour vérifier qu'il est toujours demandeur d'emploi, eh bien, c'est aussi de la proactivité que de vérifier tous les 3 mois qu'il est bien toujours demandeur d'emploi et de lui dire « Ah, nous avons constaté que vous êtes toujours demandeur d'emploi, eh bien, nous vous avons réactivé, enfin, nous vous avons prolongé votre tarif réduit pour 3 mois supplémentaires. » Voilà, donc là, on a l'exemple dans un service en ligne, puisque vous voyez que le code des relations entre le public et l'administration précise bien que c'est dans le cadre des démarches qu'on utilise ces API. Eh bien, on a donc une illustration à travers un service en ligne de comment fonctionne une API. Suivant, je crois que suivant, c'était tout. Voilà, fin du parcours. Donc là, on est vraiment dans un démonstrateur, mais qui permet aussi à nos fournisseurs de services, donc des administrations, de se projeter dans le parcours usager tel qu'il pourrait être pour eux et tel qu'il sera pour eux lorsqu'ils vont utiliser des API. On peut passer. Alors, quelles sont les données distribuées aujourd'hui? Donc, on a le quotient familial. Vous voyez qu'on a un double fournisseur de données, puisque vous avez le régime général avec la CAF et le régime agricole avec la MSA. C'est assez récent. C'est pour ça que j'en parle. Ce n'est pas seulement en raison des manifestations actuelles. Nous avons le statut étudiant, nous avons le statut étudiant boursier, le statut de l'élève et de l'élève boursier, des demandeurs d'emploi, la complémentaire santé solidaire. Alors, ça parle assez peu aux gens, mais on l'a intégré dans notre bouquet parce que il y a dans le Code des transports l'obligation qui est faite aux autorités organisatrices de mobilité d'avoir une tarification spécifique pour les personnes qui ont la complémentaire santé solidaire. Et donc, on a intégré cette donnée-là. Et on a même les données de Pôle emploi avec ce qui est versé aux demandeurs d'emploi. Voilà. Donc ça, c'est notre offre actuelle. On a une évolution de cette offre à court terme avec de nouveaux statuts qui arrivent, donc des API qui permettent de vérifier le statut au regard du RSA, des adultes handicapés, de primes d'activité et d'allocations de soutien familial. On travaille avec donc la direction de la sécurité sociale qui nous fournit l'ensemble de ces données, avec qui on travaille de concert. Et je les en remercie par ailleurs, puisque ça nous permet d'accéder plus facilement et d'avoir des fonctionnalités assez intéressantes. Typiquement, on ne demande pas à un usager sur le quotient familial de quel régime il dépend. Il y a un mécanisme qui permet de savoir de quel régime il dépend. Pareil pour le RSA, puisqu'on a des allocataires RSA qui dépendent du régime agricole. Voilà, ça d'ici la mi-année, on aura l'ensemble de ces données-là.
On a une API en cours de réalisation aussi pour le calcul du prix de tarification de la crèche, qui est puisque les journées de crèche des enfants sont financées par la CAF, et que ça intéresse énormément les collectivités de pouvoir accéder à ces données-là et ne plus avoir à embêter les usagers avec des papiers qui permettent de faire ce calcul qui par ailleurs est compliqué à faire et finalement les usagers savent même pas combien ils vont payer. Donc ça va être une grande avancée. Et puis, on a une API vignette critères aussi sur laquelle on travaille, qui permettrait par exemple à Lyon d'avoir une tarification du stationnement résidentiel qui soit fonction du niveau de la vignette critère. Donc, vous voyez, on a des cas d'usage qui sont assez différents. Toujours sur vignette critère, on essaie de faire en sorte que les données du système d'immatriculation des véhicules soient diffusées par le ministère de l'Intérieur, puisqu'aujourd'hui, pour les collectivités, ces données sont payantes et que le Code des relations entre le public et l'administration a fait le principe de la gratuité un principe général dans la circulation des données entre administrations. Marie-Claire, j'ai vu votre question. C'est vrai que je l'aborde peu dans cette présentation. On a effectivement un outil qui est utilisé par plusieurs administrations qui diffusent des données par API, puisque l'ADNUM le fait, mais on n'est pas la seule administration à diffuser des données par API. Et donc, on a un outil de demande en ligne qui permet de ne pas faire du conventionnement, et qui permet du coup d'accélérer cette transmission des données. Bon, pour API particulier, j'ai pas voulu donner des chiffres, je le fais un petit peu sur API entreprise, mais on a 1 millier d'administrations déjà raccordées à l'API particulier, donc vous comprenez que si je devais traiter par convention chacune des adhésions, bien j'aurais besoin d'un service entier pour le faire, ce qui n'est pas le cas puisque je le fais de manière dématérialisée. Quid du RGPD? Alors, le RGPD doit être respecté par les utilisateurs de ces données. Donc, ça s'impose à eux. Nous, en tant que diffuseurs de ces données, eh bien, on va vérifier que les données qu'on diffuse sont distribuées à des administrations qui ont le droit d'en savoir. Et il se trouve que le Code des relations entre le public et l'administration précise que l'usager doit être informé de l'échange des données qui va être réalisé. Par contre, il n'y a pas un devoir d'acceptation à recueillir de l'échange de données par l'usager. On n'est pas là dans des échanges entre personnes, entre entreprises ou une relation entre des particuliers et des entreprises, mais entre un particulier et l'administration. API critères, je vois Luc, l'API critères est gratuite, point d'interrogation. Oui, alors l'API critères pour l'instant existe mais n'est pas rendue disponible, mais bien entendu, lorsqu'elle le sera, elle sera gratuite. Elle respectera le principe de gratuité. Je pose peut-être de poursuivre et répondre aux questions après, si ça te convient, Vincent. D'accord. Alors, on continue. J'ai encore... allons-y. Passons. Donc là, je vous ai parlé du domaine particulier. On a aussi le domaine entreprise. Vas-y, fais défiler les slides. Alors sur API particulier, on a environ 2 millions d'appels par mois. Donc, vous voyez que sur API entreprise, c'est beaucoup plus. Le nombre de fournisseurs de données est plus important. Voilà, c'est un produit qui existe depuis plus longtemps. Passons. Ce qui est important, c'est de voir les cas d'usage. Donc, on a effectivement l'instruction de dossier, les démarches, et le pré-remplissage de formulaires. Puisque sur les entreprises, on se base beaucoup sur le SIRET, ce qui va évoluer, mais sur les données d'identité de l'entreprise et qui permettent de pré-remplir l'ensemble de ces champs. Passons.
avec deux domaines d'intervention majoritaires, les marchés publics et les aides et subventions. Passons. Sur les marchés, on peut utiliser les données sur du sourcing, on peut l'utiliser pour l'attribution d'un marché et on peut l'utiliser pour l'exécution d'un marché. Je pense à attestation fiscale, attestation sociale notamment. Donc là, on est vraiment dans toute la vie du marché, avant le marché, pendant le marché et pendant la phase le terme m'échappe, c'est pas grave, et lors de la vie du marché. Et donc, l'API entreprise est utilisée pour cela et est intégrée progressivement aux applications qui servent à gérer les marchés. Passons. Données sur les aides et les subventions. Donc, on a là un ensemble de données qui correspondent à ce besoin-là, avec des données qu'on est allé chercher. Je ne l'ai pas précisé sur les particuliers, mais l'ensemble des API qui sont présentes sur API particuliers sont nées parce que la DINUM a fait l'effort avec les ministères, d'inciter les ministères à les faire, à les accompagner à les faire, et aujourd'hui fait l'effort de les diffuser pour eux. C'est la même chose sur certificat bio, c'est parti d'une demande de la ville de Strasbourg pour les marchés, pour les vendeurs sur les marchés et les gens qui vérifient les attestations sur les marchés, notamment les attestations bio qu'ils n'avaient pas, et donc on a fait travailler sur cette API. Passons. Donc on a toutes les portails des démarches GRU, GRC, avec qui traitent de domaines des entreprises. Je propose d'arrêter là. Je pense que le panorama est assez complet. Donc on peut passer sur le reste de la présentation. Et du coup, peut-être répondre aux questions. Alors, si on reprend le fil de questions, il y avait une question au début, il me semble, qui était posée sur les données qui étaient au bénéfice de l'usager, quelles sont celles dans lesquelles le secret de la donnée s'applique au-delà du secret médical, quels sont les champs de données qui sont concernés? Alors oui, on ne traite pas du tout de données médicales. Là, c'est une autre sphère qu'on couvre pas, mais qui est couverte par ailleurs en principe. Le code des relations entre le public et l'administration prévoit l'existence de secrets. Ce qui est certain, c'est que là, on est dans le cadre de démarches réalisées par un usager. Si l'usager ne veut pas que l'administration connaisse son quotient familial CAF, il ne le donne pas, il aura le tarif maximum. Voilà. Pour bénéficier davantage, l'usager doit faire connaître à l'administration ces données, mais il est au courant des données qui vont être utilisées. Enfin, c'est en toute transparence. D'accord. Une autre question de Thierry, alors, qui est un peu technique la question. Quels outils standards pour la mise en place du passereau pour les aides versées à l'usager et la protection du NIR? Alors, je sais pas si... Alors, c'est une bonne question. Donc là, passereau, on est dans une démarche que fait l'entreprise pour finalement, c'est une démarche de l'entreprise qui utilise des données de l'usager. Effectivement, l'entreprise utilise le NIR comme pour déclarer les salaires qu'elle a versés à l'usager. Et là, on est dans la déclaration sociale pour moi, des entreprises auprès de l'administration. Et effectivement, du coup, les entreprises ont accès au NIR. Mais je suis en train de recruter une collègue là dans mon service. On lui a demandé sa carte vitale. Donc, c'est-à-dire ces usages sont prévus pour l'utilisation du NIR. Et pour moi, il n'y a rien de choquant. D'accord. Et une autre question qui demandait les articulations avec le projet ProConnect. Est-ce qu'il y a des liens?
Alors, oui, il y a des liens parce que du coup, ProConnect consiste à identifier une personne et à faire le lien avec l'entreprise. Donc forcément, il va y avoir une circulation de données pour pouvoir l'identifier. Utiliser ces données d'identité, les comparer avec des données d'identité qui sont enregistrées dans les référentiels relatifs aux personnes morales et vérifier que la personne joue bien un rôle dans l'entreprise. Donc du coup, il y a de la circulation de données et je dirais que là, on est plus sur de l'identification, mais qui va reposer sur un échange de données. Et on est dans la simplification des démarches, de la même manière que France Connect est un système d'identification qui repose sur un échange de données. On est dans de l'identification qui permet de simplifier les démarches des usagers. On n'est pas stricto sensu sur un échange de données qui équivaut à une pièce justificative, sauf que quand même, France Connect ou ProConnect, quand il sera abouti, permettra d'éviter à un usager de fournir une pièce justificative pour se connecter à un service. Donc, ça simplifie les démarches. D'accord. Et le projet, du coup, ProConnect est toujours en cours, hein, c'est la question qui est posée. Oui, 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 comment, je sais plus comment on dit. Mais c'est ça. Ouais, voilà, et on travaille toujours dessus, oui, 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 D'accord. avec l'INSEE, par ailleurs. D'accord. Une autre question. On demande aussi si l'article L114.8 s'applique aussi entre les usagers et les services d'une même collectivité, ou est-ce que c'est seulement entre administrations différentes? C'est une bonne question. Alors, au sein des collectivités, il y a un texte réglementaire travaillé par la CNIL qui définit des périmètres sur lesquels les données peuvent être échangées sans rien demander à l'usager. Et effectivement, là, c'est un peu plus compliqué parce que, par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser, une commune n'a pas le droit d'utiliser les données qu'elle détient pour le fichier électoral à d'autres fins, par exemple pour faire une communication, pour sa communication politique. Donc là, on est bien. Je veux pas m'avancer pour répondre à cette question. C'est un peu compliqué. Je suis pas sûr d'avoir la réponse, mais j'en faire un petit copier-coller ou contactez-moi par ailleurs parce que je suis pas clair là-dessus. Très bien. Je vois pas d'autres questions pour le moment sur le sujet. Ah, si, pardon. D'autres questions pour le moment sur le sujet. Ce que je propose, c'est peut-être de passer au sujet proactivité, puis s'il y a d'autres questions qui viennent après, on pourra toujours y répondre à la suite. Donc, Marion, the floor is yours. Merci beaucoup. J'ai vu plein de questions ici qui résonnent aussi avec des questions qu'on se pose sur les sujets proactifs. Donc peut-être qu'on pourra aussi y revenir tout à l'heure dans les questions parce que en fait, effectivement, tout ce que Vincent vient de dire est très connexe au sujet qu'on se pose sur l'administration proactive. Donc on peut passer directement à la présentation. Je pense, Gaëtan, merci beaucoup. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'administration proactive et qu'est-ce que nous on veut dire par là. Pour rappel, le chantier administration proactive, c'est un chantier qui a été lancé en 2021 avec une volonté, c'était de travailler en priorité sur la lutte contre le non-recours et la simplification des démarches. Donc, la simplification des démarches, c'est-à-dire aller un cran plus loin de ce premier niveau que Vincent a très bien présenté, qui est la simplification, qui s'applique notamment par la mise en œuvre du dites-le une fois, et d'aller vers de la notification, soit d'éligibilité, soit d'une démarche à réaliser, voire d'aller jusqu'à l'attribution automatique ou l'automatisation de certaines démarches. Donc c'est ça, cette nouvelle ambition qu'on a mis en place, c'est cette démarche d'aller vers les usagers et de lutte contre le non-recours. Le constat qui nous a poussé à aller vers ça, c'est qu'en fait,
quand on regarde les causes du non-recours qui sont affichées en bas là, sur la slide, il y en a 22% qui sont liés à la complexité des démarches. Donc voilà, on ne sait pas comment aller au bout de sa démarche parce qu'elle est trop complexe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on traite en fait avec l'application du dites-le une fois. Et 37% qui sont liés simplement à un manque d'informations sur les aides, sur les organismes eux-mêmes, et donc à un manque complet de connaissances sur ce à quoi on est éligible ou sur quelle démarche on doit réaliser. Et donc, c'est tout ça qu'on cherche à traiter par le biais de ce programme. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille très étroitement avec Vincent sur ces questions, parce qu'il y a une forme de logique, de continuité dans le parcours usager. Quand on va travailler sur de la notification d'éligibilité ou de démarches à réaliser, c'est important qu'en amont, on ait aussi bien intégré toute la logique de simplification de la démarche, qu'on n'envoie pas l'usager vers une démarche qui serait très complexe, qui n'intégrerait pas du tout les données qui sont déjà connues de l'usager, etc. Peut-être pour clarifier un petit peu les choses et pour rendre tout ça beaucoup plus concret, il convient de donner quelques exemples de ce que nous, on appelle des démarches d'administration proactive. La première démarche qui est emblématique de cette proactivité, c'est le chèque énergie. Le chèque énergie, on est clairement dans quelque chose qui est automatiquement envoyé au domicile des foyers éligibles. Et puis, pour faire écho à d'autres exemples qui ont déjà été donnés par Vincent, sur des sujets sur lesquels on travaille en ce moment, il y a les tarifs sociaux et solidaires des transports publics. Donc, Vincent présenter le volet simplification, pré-remplissage des demandes de tarifs sociaux et solidaires. Quand on va parler de la proactivité sur ces tarifs sociaux et solidaires, on va chercher à notifier les usagers, les résidents d'un territoire, de leur éligibilité à certains tarifs préférentiels pour les transports publics. Et j'y reviendrai, mais ces notifications, elles peuvent se faire par mail, par SMS, voire même par téléphone. Et ça, c'est un point important, il faudra qu'on y revienne. Vincent, tu parlais aussi de la complémentaire santé solidaire, qui est un entrant pour certaines démarches. Ce qu'il faut savoir, c'est que la complémentaire santé solidaire, elle est aussi attribuée automatiquement à certains bénéficiaires de certaines prestations. Je pense par exemple aux bénéficiaires du RSA. On a des choses un peu plus spécifiques comme l'aide de 50 € pour l'inscription au club sportif qui est envoyée automatiquement à des jeunes qui répondent à certains critères. On a des SMS qui sont envoyés 6 mois avant l'expiration d'un titre d'identité, par exemple pour le passeport dans certains départements. Puis d'autres exemples plutôt sur de la lutte contre du non-recours où on va avoir par exemple des CARSAT, donc des caisses de retraite, qui vont appeler des personnes qui seraient éligibles à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou aux pensions de réversion pour leur dire, voilà, vous semblez être éligible, vous n'avez pas demandé votre aide, quelles sont les raisons, est-ce qu'on peut vous accompagner? Et donc tout ça, ça repose quand même sur la circulation de la donnée en amont, et ça repose sur une capacité d'identification des usagers et sur un nouveau cadre juridique de la circulation de la donnée. Donc Gaëtan, tu peux passer. Merci beaucoup. Donc, en fait, en quoi c'est innovant tout ça par rapport à ce qu'on se disait jusqu'à présent sur les API et ce que Vincent a pu présenter? Quand on met avant, c'est ce qui était possible avant et qui est toujours possible, hein, bien sûr, et qu'on continue de mettre en place. Ce que Vincent présentait, c'était la capacité, quand on connaît un usager pour une administration, d'utiliser les API que Vincent a présentées pour aller demander à d'autres administrations des informations sur cet usager qu'on connaît déjà. Par exemple, voilà, on va demander le revenu fiscal de référence, le quotient familial d'un usager, donc personne civile ou personne morale, qu'on connaît déjà. Par exemple, si je suis donc une collectivité, je peux aller demander à la DGFiP le revenu fiscal et à la CAF le quotient familial par le biais des API dont Vincent parlait. Dans ce qu'on a introduit de nouveau en fait dans ce mode de fonctionnement, c'est une capacité pour une administration d'aller demander à une ou plusieurs administrations des informations sur des usagers qu'elles ne connaissent pas a priori. Et donc, d'aller demander, par exemple, la liste des personnes qui correspondent à certains critères de quotient familial.
sans même qu'on connaisse en amont ces usagers. C'est ce qui a été fait d'ailleurs pour le chèque énergie, hein. C'est le ministère de la Transition écologique qui va demander à l'administration fiscale la liste des personnes qui répondent à certains critères de revenus. C'est ce qu'on fait aussi sur les tarifs sociaux et solidaires des transports. On va demander dans certaines collectivités la liste des personnes qui correspondent aux critères d'éligibilité. Par exemple, j'aimerais bien, moi, la liste des étudiants qui sont boursiers sur le périmètre qui est couvert par les transports publics concernés, pour les notifier de leur éligibilité à des tarifs préférentiels. Donc voilà, c'est la généralisation vraiment de ce principe de ciblage qui avait été pensé dans un premier temps pour le chèque énergie et qu'on aimerait bien vraiment réussir à généraliser. Et donc pour généraliser ce principe et sa mise en œuvre, on s'appuie sur des principes juridiques. Gaëtan, merci beaucoup. On s'est appris sur des principes juridiques qui sont nouveaux et qu'on est venu introduire dans le fameux code des relations entre le public et l'administration dont Vincent parlait, et dans le même article, donc le fameux 114.8, que celui qui vient encadrer le dites-le nous une fois. Donc nous, et ça Vincent l'a très bien dit, on n'est pas sur une obligation, on est sur une faculté des administrations qui peuvent échanger entre elles les informations et les données nécessaires pour informer les personnes sur leurs droits uniquement au bénéfice d'une prestation ou d'un avantage. Et donc là, on exclut en disant ça tous les cas de lutte contre la fraude et tous les autres cas de circulation de la donnée. On est vraiment uniquement pour le bénéfice d'une prestation ou d'un avantage pour les personnes physiques ou les personnes morales. Ce qui est précisé également dans ces différents textes, c'est l'exclusion, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, des données couvertes par le secret médical et le secret de la défense nationale. Je l'ai déjà dit, mais l'interdiction vraiment d'utilisation pour d'autres finalités ultérieures. Ce qui est précisé également, c'est que les échanges de données, elles se font par le biais d'un traitement automatisé, traçable et qui garantit la sécurité et la confidentialité. Donc, on ne s'échange pas des fichiers Excel par mail pour cibler l'usager. Voilà, c'est très strictement cadré. Et on est venu encore préciser par les 2 décrets qui sont parus en mai dernier les durées de conservation des données, donc qui doivent être conservées 12 mois, sauf opposition au traitement, et une trace des échanges qui doit être conservée 24 mois. Et puis, la liste des administrations qui sont responsables de chacun des types de données qui est fixée par un second décret qui a été aussi publié en mai et qui, là, vient garantir le fait qu'on n'est pas sur des échanges en cascade. C'est-à-dire qu'il y a des administrations qui sont responsables de certaines typologies de données. Par exemple, l'administration fiscale est responsable des données fiscales. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? C'est important parce que ça permet de garantir qu'une donnée n'est pas réutilisée par une autre administration après avoir été récupérée auprès d'une administration qui l'aurait soit transformée, soit qui l'aurait gardée dans les délais pour lesquels elle avait le droit de la conserver, mais qui serait plus à jour. Donc voilà, ça permet vraiment de garantir qu'on a des administrations responsables des données. Ça permet aussi, par exemple, on parlait du RGPD tout à l'heure, de tout ce qui de bien pouvoir exercer le droit de rectification, d'avoir une forme de traçabilité aussi. Bon, bref, c'est très important, cette liste des administrations responsables de chaque typologie de données. Donc voilà, ça c'est le cadre dans lequel s'exerce cette proactivité. Bien sûr, c'est pas du tout exhaustif et on précise toutes les modalités d'exercice de la proactivité dans un guide juridique qu'on a publié côté d'INUM, qui permet de comprendre les dispositions générales du CRPA, mais aussi des dispositions plus spécifiques, par exemple celles relatives au code de l'énergie pour le chèque énergie et autres. Voilà, donc il y a des dispositifs aussi spécifiques sur la sphère sociale. Voilà. Tout cela est très bien rappelé dans le guide juridique, donc je vous invite à vous y référer pour aller plus loin sur ces questions. Et nous, sur cette base-là, bien sûr, on est venu travailler sur les modalités d'échange entre administrations, vous aider sur comment
comment on se met d'accord entre nous sur les durées de conservation, la finalité, les modalités d'échange, comment on va, par exemple, travailler sur la fréquence des échanges, quel outil on va utiliser pour échanger, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont pas fixées dans la loi, pour lesquelles vous êtes libre de déterminer les modalités entre fournisseurs de données et fournisseurs de services. Mais nous, on vous propose des modèles et on essaye le plus possible de tendre vers des dispositifs qui seraient de plus en plus industrialisés, au même titre que ce qu'on fait pour les API. C'est pas le cas encore aujourd'hui, puisque bien sûr, on est encore sur quelque chose qui est beaucoup plus jeune que les dispositifs d'API et de dites-le une fois qui sont apparus en 2010, 2011 dans la loi. Nous, on est vraiment beaucoup moins mature sur l'industrialisation. Et c'est pour ça que à chaque nouvel usage nouvelle application de ce cadre juridique, on a des dispositifs ad hoc qui sont mis en place pour la discussion entre fournisseurs de données et fournisseurs de services. Et on travaille, nous, côté d'Inum, en ce moment, en collaboration, bien sûr, avec les équipes de Vincent et puis tous les fournisseurs de données, sur l'industrialisation de ce mode de fonctionnement. Mais on n'est pas du tout encore là. Et donc, du coup, on a des modèles de forme de contrat qui peuvent être mis en place entre fournisseurs de données et fournisseurs de services pour cadrer les choses et qu'on a pu nous rédiger sur la base de nos retours d'expérience. Et puis, on travaille aussi sur différents modèles, notamment, vous parliez du RGPD tout à l'heure, il y a des modèles de mention d'information qui doivent être intégrés aux messages qui seront envoyés aux usagers pour leur faire comprendre les raisons pour lesquelles ils ont été ciblés, pour leur faire comprendre les données qui ont été utilisées pour faire ce ciblage. Et donc, nous, ce sur quoi on travaille avec la CNIL en ce moment et qu'on propose déjà et qu'on va bien sûr affiner, c'est des modèles de mention d'information avec différents niveaux d'informations qui doivent être intégrés au message. Donc, tout ça, c'est disponible en ligne sur le site numérique.gouv et on est bien sûr à votre disposition pour vous accompagner là-dessus. On peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Et justement, on a toute une offre de services et une offre d'accompagnement de la DINUM pour réfléchir aux différents sujets de la proactivité, puisqu'on essaye d'avoir vraiment une approche de bout en bout et pas uniquement sur cette question technique et juridique de la circulation de la donnée, même si c'est le cœur, bien sûr, de notre activité et qu'il y a encore beaucoup de choses à développer sur ces sujets. Il y a aussi d'autres sujets. Il y a des sujets de choix des canaux de contact avec les usagers parce que on est dans une nouvelle posture de l'administration. On est dans un mode où l'administration va vraiment faire de l'aller vers des usagers pour leur proposer des droits, leur rappeler des démarches, automatiser certaines choses. Et donc, il y a de gros enjeux de communication, à la fois sur le choix des canaux de contact. Est-ce qu'on communique par SMS, par mail, par téléphone, etc., en fonction du public qu'on va cibler. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des pensions de réversion. Effectivement, on va cibler un public qui est plutôt âgé. Donc, pour cibler un public plutôt âgé, est-ce qu'on ne va pas privilégier plutôt des contacts téléphoniques, voire du présentiel, voire un mixte des deux? Et donc, on a toute une réflexion sur ces sujets et aussi sur la façon dont on va tourner les messages. La façon dont on va présenter les informations au public, c'est très important. C'est très important parce qu'on est dans un monde où on est face à beaucoup de fraudes. On reçoit tous quotidiennement des mails, des SMS, des appels frauduleux de l'administration. Donc, il faut qu'on ait une réflexion aussi dans le cadre de cette réflexion sur la proactivité, sur la façon dont on redonne confiance aux usagers et on leur permet aussi de vérifier que les messages qu'ils reçoivent, les appels qu'ils reçoivent viennent bien de l'administration. Et donc, pour ça, on travaille bien sûr étroitement avec nos collègues de la DITP qui sont présents aujourd'hui, à la fois sur des sujets de sciences comportementales et de langage clair, d'explicabilité, en fait, de toutes ces questions. Et donc, quand on parle d'explicabilité, bien sûr, les droits dans le cadre du RGPD, notamment rectification, opposition, etc., il faut les expliquer. Et tout ça, c'est important de l'expliquer en langage qui soit intelligible par les usagers. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi, bien sûr, avec la DITP.
Et enfin, tout ce qui est un petit peu périphérique à ces notions de circulation de la donnée et de clarification juridique de la capacité à faire, il y a aussi la question de la lutte contre le hameçonnage. Comment on va faire en sorte que les notifications qu'on envoie ne soient pas détournées à des fins de fraude, puisque je le disais, on est dans un monde où on reçoit quotidiennement des messages, des SMS, des mails qui sont frauduleux. Et puis une réflexion aussi qui est importante d'intégrer dans ce périmètre, qui est relative à la place des agents et à l'impact sur le métier des agents dans ce contexte d'évolution de la posture de l'administration. Donc, quel est l'impact sur les agents du changement des processus? Par exemple, quand on travaille sur des appels sortants, c'est vraiment pas neutre pour les agents qui sont derrière le guichet. Donc, comment on réfléchit aussi sur ces impacts plus organisationnels et sur les métiers des agents publics. Donc tout ça, c'est une offre vraiment intégrée. Bien sûr, l'enjeu de la circulation de la donnée est clé là-dedans et c'est vraiment le cœur de nos réflexions aujourd'hui. Mais il y a aussi des enjeux plus périphériques qu'il ne faut pas du tout oublier. Et sur l'ensemble de ces questions, on est vraiment en réflexion continue sur ces sujets, c'est-à-dire que l'ambition est vraiment assez nouvelle. Le chantier est devenu un chantier prioritaire du gouvernement en septembre 2022. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau, à la fois pour les administrations, puis même juridiquement, puisque les décrets d'application sont parus en mai 2023. Donc, on est en apprentissage continu sur ces sujets. Donc, on peut passer peut-être à la dernière slide. Merci beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'on a ouvert pas mal de chantiers qui sont en cours ou à venir. Donc, le chantier conduite du changement communication, j'en ai déjà parlé. Le chantier juridique, l'idée, c'est de faire comprendre, le fonctionnement et de se mettre tous d'accord sur les moyens et les finalités de circulation de la donnée entre nous. Donc, qu'on soit tous d'accord sur la façon dont on s'échange des données. Et donc, pour être tous d'accord, il faut aussi qu'on soit en capacité d'outiller ces échanges de données. Donc, d'outiller ces échanges de données, c'est quel outil on préconise pour faire ces nouveaux échanges de données, comment on industrialise aussi, comment on fait en sorte que les fournisseurs de données principaux, qui ne sont pas nombreux, soient outillés pour ne pas les sursolliciter. C'est-à-dire que chaque administration, chaque collectivité qui veut faire de la proactivité se rapproche de ces 4-5 fournisseurs de données principaux pour demander des données. Ça ne va pas pouvoir être très pérenne si on fonctionne comme ça. Donc, il faut qu'on puisse outiller à la fois les fournisseurs de services et les fournisseurs de données. Et puis, il faut aussi former. Il faut former, donc il faut acculturer à la fois les décideurs sur cette nouvelle posture de l'administration, mais aussi former les futurs chefs de projet à la méthodologie de projet proactive et donc former sur les méthodologies, sur la technique et sur le juridique. Ça, c'est des chantiers qui sont en cours chez nous et on aura bientôt des premières formations qui seront proposées dans le cadre du campus du numérique public. Et puis, des questions aussi sur l'éthique et la transparence, sur comment on rend toujours plus transparent pour les usagers les algorithmes qui leur permettent d'aboutir à des décisions individuelles et puis comment on se pose la question de aussi l'articulation entre les différentes campagnes les différentes campagnes qui vont être adressées aux usagers, comment on fait en sorte de ne pas spammer les usagers, etc., etc. Donc ça, ce sont tout un tas de chantiers qui sont ouverts et qu'on traite, nous, côté DINUM et côté chantier proactivité. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Marion. Alors, il y avait une ou deux questions qui sont arrivées pendant que tu t'es exprimé, notamment savoir si la proactivité, comment c'était intégré avec les collectivités locales. Donc, par exemple, pour les métropoles, les mairies qui attribuent des aides spécifiques. Donc, savoir ça, s'il y a comment est-ce que c'était travaillé avec ce champ-là. Oui, tout à fait. Alors, les collectivités locales sont bien sûr concernées par tout ce qu'on a dit dans le Code des relations entre le public et l'administration. Donc, ils peuvent tout à fait se saisir de ce cadre et nous solliciter
pour mettre en œuvre de la proactivité sur des aides. On parlait tout à l'heure d'un premier cas d'usage qu'on a beaucoup accompagné, nous, côté d'INUM, qui est la tarification sociale et solidaire des transports. Donc, on est sur des sujets locaux et on accompagne des autorités organisatrices de la mobilité pour récupérer les données, mettre en place, calculer la liste, définir la liste des personnes éligibles au niveau local, aux tarifs préférentiels, aux tarifs sociaux ou solidaires des transports et leur envoyer des notifications. Donc, il y a tout un accompagnement qu'on peut faire au niveau local et puis elles peuvent tout à fait se saisir de l'ensemble du corpus qui existe aujourd'hui sur la proactivité et qui est valable vraiment tant au niveau local qu'au niveau national. Très bien. Je vois pas encore d'autres questions, mais bon, peut-être que ça va arriver en parlant. Si ce n'est de savoir si on pourra partager le support. Je pense que si Vincent et Marion me confirment qu'il n'y a rien de confidentiel, a priori, il n'y a pas trop de problème. On vous le transmettra sur le site internet modernisation.gouv. Très bien. Une question de savoir si intéressé par le volet formation, l'accompagnement sur la proactivité. Est-ce qu'éventuellement, Marion, peut dire un peu plus sur l'aspect formation, Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors en fait, là pour l'instant, on a tout un corpus, donc je disais un corpus juridique. On est en train de consolider un corpus méthodologique. Donc là, en fait, qui serait destiné à faire comprendre les différentes étapes du processus proactif et à donner les bonnes clés au bon moment. Par exemple, voilà, je veux mettre en place un projet proactif. Comment je dois solliciter? Quel fournisseur de données? Hop, on a une cartographie des données qui servent aux différents cas d'usage et puis ensuite, une fois qu'on a identifié le fournisseur de données, comment on récupère les données, etc. etc. Donc ça, c'est plus la méthodologie. Et puis après, on aura des formations plus techniques qui seront dédiées aux enjeux de qualité de la donnée, aux enjeux d'outillage des échanges, etc. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas encore intégré dans le campus du numérique public, mais ça le sera d'ici le second semestre 2024 avec des premiers modules qu'on mettra à disposition par le biais du campus. En attendant ça, bien sûr, si vous voulez vous engager dans un projet proactif, vous pouvez tout à fait solliciter l'équipe administration proactive par le biais du mail administration.proactive@modernisation.gouv.fr qui est dans le support. Et nous, on vous donnera ces clés avant même que ce soit disponible dans le campus. Très bien. Une autre question pour Vincent. Ah bon, c'est juste pour mise en relation sur LinkedIn. D'accord, très bien. Et je vois que depuis, j'ai eu la réponse à la question, puisque je l'ai posée à notre service juridique qui me répond que oui, effectivement, c'est tout à fait valable au sein des données d'une collectivité. Très bien. Une autre question de Charles qui demande s'il y a un catalogue de données qui pourrait être utilisé comme déclencheur pour chaque événement de vie. Alors, ça, c'est une excellente question. Je trouve très pertinente. C'est quelque chose sur lequel on travaille. En fait, on travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec les DITP sur le sujet des événements de vie, parce que vous comprenez bien que la simplification, dites-le nous une fois, la proactivité et les événements de vie, c'est intrinsèquement lié. Et le catalogue des données, alors il y a déjà une forme de catalogage qui est fait par le biais des données qui sont déjà disponibles via API. L'idée, c'est de toujours enrichir ce catalogage en mettant à disposition les données fermées qui sont disponibles au chaque fournisseur de données qui, rappelez-vous, sont listées dans le décret qu'on a publié en mai. Et donc, l'idée, c'est de travailler de travailler là-dessus et de travailler notamment avec les fournisseurs de données. Ce qui est important, c'est que les fournisseurs de données puissent dire les données qu'ils peuvent mettre à disposition pour de la proactivité, comme ils l'ont fait pour la mise à disposition pour les API. Très bien. Je vois qu'il y a encore d'autres gens qui sont en train d'écrire sur leur clavier, tant que les questions apparaissent. Ah bah non, c'est quelqu'un qui nous remercie pour votre présentation. C'est pas vraiment une question. Effectivement, il est presque l'heure, donc s'il n'y a pas d'autres questions, il va bientôt être temps de se séparer. Je laisse quand même un peu le fil ouvert pour voir si d'autres questions émergent. Juste pour vous rappeler en attendant que le jeudi 21 mars, la prochaine session, elle sera dédiée à l'amélioration des écrits administratifs
au bénéfice des usagers, avec un témoignage normalement de l'URSSAF, qui a présenté aussi les travaux qui mènent sur le sujet. En tout cas, je remercie chaleureusement Marion et Vincent pour la qualité de leur présentation. Je pense qu'il y avait pas mal de personnes connectées et puis des questions très intéressantes. Donc, merci pour la qualité de ces échanges. Comme stipulé, effectivement, donc le replay sera bientôt accessible et puis le support également sera mis en ligne sur le site internet de la DITP pour ceux qui voudraient le récupérer. Merci à tous et puis à très bientôt pour un prochain numéro. Et encore merci Marion et Vincent pour vos présentations. Et merci Gaëtan pour ton aide dans la préparation de cet événement. Tu as été parfait. Exactement, tout pareil. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.